nationalité et député français au Parlement européen. Il est un élu du Front National et il est avant tout un économiste. Plus précisément, vous êtes le stratégiste économique du Front National. Bernard Monod, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes à une actualité qui a quitté un peu la France pour se rendre en Italie. Quelle est votre interprétation de ces élections italiennes ? Un magnifique succès pour notre ami et allié Matteo Salvini, qui a fait un beau score en tant qu'eurocritique, et puis également l'autre parti 5 étoiles, avec le jeune comment s'appelle-t-il, de Guignot, non pardon, Di Maio. Di Maio. Voilà, bon, je pense que les Italiens n'en pouvaient plus, compte tenu de tout ce qu'ils ont vécu. Moi, mon analyse, c'est que l'Italie, c'est la France dans 2-3 ans. Ils ont beaucoup supporté, notamment l'immigration, et puis tout le carcan de la gouvernance économique de la zone euro. Il y a un rejet majoritaire de l'impact de l'euro en Italie, et je pense que les Italiens se sont exprimés dans le sens de l'opposition à l'Union européenne fédéraliste. Pourquoi les Italiens renversent la table et pas les Français ? Je pense qu'ils n'ont pas souffert comme les Italiens pour le moment. Ça va arriver, hélas, malgré toutes les alertes que le Front National a pu lancer, notamment l'année dernière aux élections présidentielles. Et que, hélas, il faut peut-être qu'ils soient confrontés aux grandes difficultés pour comprendre que l'Union européenne fédéraliste est très néfaste. Lancer des alertes. Vous faites aujourd'hui lanceur d'alerte. J'ai vu une vidéo récente sur votre site personnel, celui du Parlement, alors que tout le monde s'accorde à dire globalement que l'économie mondiale va mieux. Vous annoncez une tempête sur cette économie mondiale. Vous considérez que nous avançons, je vous cite, vers une grave crise mondiale. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça clairement ? Oui, c'est un avis de tempête. Là où c'est très difficile, c'est de donner un calendrier. Mais si vous voulez, en 2008, il faut savoir que le Front National, avec mon collègue, le professeur Sulzer et moi-même, nous avions effectivement lancé déjà une alerte à un krach bancaire mondial. C'est exactement ce qui s'est passé 3 mois plus tard, en septembre 2008. Et étant un économiste et un homme de marché, je sens que la configuration se retrouve à peu près comme en 2008, avec un ensemble de difficultés, de risques qui s'accumulent et qui donnent aujourd'hui un niveau de risque supérieur probablement à 2017, 2016, etc. Quoique la propagande donne comme bons signaux, notamment la reprise de la croissance économique, etc. Juste rappeler quand même que les statistiques souvent sont tripatouillées, puisque le PIB, la formule de calcul du PIB a été arrangée pour notamment y intégrer l'activité criminelle, que je qualifie moi de criminelle, donc de trafic de drogue. Donc ce qui prouve bien que les statistiques, on leur fait dire ce que l'on veut. La réalité, c'est que le chômage est endémique et qui va hélas continuer à croître, et que au-delà de tout ça, si vous voulez, tous les risques financiers mondiaux sont réunis aujourd'hui pour qu'il se passe quelque chose. Voilà. Alors, entre maintenant et peut-être 2021, mais en tout cas, j'ai effectivement lancé un avis de tempête. Vous dénoncez 6 risques majeurs. Alors, nous n'allons pas tous les passer en revue, mais vous dites qu'il y a le risque d'un effondrement des marchés mondiaux. Et pour rassurer les épargnants français, vous évaluez ce risque d'effondrement bien supérieur, pire, à celui que nous avons connu en 2000 et en 2008. Et moi, je ne suis pas un économiste, mais je suis quand même en train de penser que les fondements économiques restent solides, que les taux d'intérêt restent bas, que les risques d'inflation semblent pour l'instant maîtrisés. Alors pourquoi, dès lors, se faire un oiseau de mauvais augure ? Je vais même le dire, est-ce que ce n'est pas une démarche un peu politicienne ? On est là pour lancer des alertes et apporter les solutions. Voilà. Comme je vous l'ai dit, 2008, on avait annoncé la crise. Elle s'est réellement passée. Nous avions d'ailleurs immédiatement mis au point un plan anti-crise au Front National qui est devenu par la suite le patriotisme économique et le protectionnisme intelligent. Donc les solutions, nous les apportons. Si on nous avait écouté en 2008, la France ne serait pas dans la situation aujourd'hui où elle est, avec 2300 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire 35 000 euros par tête par habitant français. Et puis
puis l'explosion du chômage. Nous avons quand même 6,5 millions de chômeurs réels aujourd'hui en France, une désindustrialisation du pays, le commerce extérieur qui est dans le rouge, qui n'a cessé de s'aggraver, et puis partout, tout le système de protection sociale qui est en train de régresser. Donc en fait, tous les indicateurs sont mauvais. C'est pas dans ce discours d'avant-présidentiel. Depuis la présidentielle, Emmanuel Macron est là. Je veux dire, la reprise est là avec lui. Il n'y a pas de reprise. Il n'y a pas de reprise, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a eu des modifications d'indicateurs économiques comme celui du PIB qui a été tripatouillé au niveau des formules de calcul. Donc avec la complicité bien entendu des institutions de l'Union européenne, puisque ça vient de l'OCDE, l'Eurostat, l'INSEE et bien entendu la volonté des gouvernements, que ce soit Macron ou Hollande et Sarkozy avant lui. Rien n'est nouveau sous le soleil. Donc si vous voulez, non, ça ne va pas mieux. Si ça allait mieux pour moi, ce serait des embauches avec des emplois marchands créés. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On apprend ce matin encore que Airbus va probablement licencier plusieurs centaines de salariés en France et puis partout ailleurs en Europe. Un point essentiel de votre mise en garde, la chute et donc la nécessité, après, de sauvetage des banques privées en zone euro. En 2008, il ne vous a pas échappé qu'on avait réussi à ce qu'il n'y ait pas la spoliation des comptes bancaires et des épargnes des Français pour renflouer ces établissements bancaires. Et pourquoi cette fois-ci, on ne pourrait pas s'y soustraire à ça ? Parce que c'est la volonté de l'Union européenne qui a inventé, donc depuis la crise de 2008, ils ont mis au point tout un tas de renflouements, à la fois par les fonds européens de stabilité, les mécanismes européens de stabilité, etc., qui en grande partie sont financés par la France, il faut le savoir. On a lâché à peu près en l'espace de 8 ans, 72 milliards d'euros pour renflouer le système bancaire de la zone euro et l'euro, monnaie unique. Voilà. Entre autres, et puis 450 milliards supplémentaires de garanties financières engagées. Voilà. Donc ça ne se fait pas sans rien. Tout ça, c'est l'argent des contribuables, indirectement. Et donc l'enjeu aujourd'hui pour l'Union européenne, c'est d'anticiper le futur effondrement d'un système bancaire, comme ça s'est produit en 2008, mais cette fois-ci en zone euro. Moi, je le dis ouvertement, les pertes enregistrées en 2008 sont toujours présentes, malgré les profits emmagasinés par les grandes banques françaises. Les hors-bilans sont catastrophiques, mais c'est valable pour toute la zone euro. Et ils ont donc inventé le dispositif qui s'appelle, je dis à vos téléspectateurs de bien se rappeler de ce nom-là, c'est l'union bancaire. L'union bancaire, c'est autoriser légalement de spolier sur les comptes bancaires des clients. Et également, parallèlement en France, il y a une loi qui s'appelle la loi Sapin 2, qui autorise également sur les contrats d'assurance vie à mener la même opération, donc d'abord de blocage, puis de spoliation, de confiscation de l'épargne des Français et des dépôts des Français. Tout est prêt, l'arsenal légal est prêt. Entre parenthèses, nous avons perdu une souveraineté bancaire supplémentaire en novembre 2014 puisqu'elle est partie à Francfort. Et les gens ne le savent pas. Et on leur fait miroiter que, de toute façon, en cas de crise très grave, il y a un plafond de 100 000 euros qui est une illusion, qui est même un mensonge institutionnel, puisque de toute façon, cette garantie financière ne jouera jamais. L'Allemagne n'en veut pas. Voilà. Donc moi, j'alerte les Français sur le risque très élevé de perte d'une bonne partie de leur épargne et de leurs dépôts en banque le jour où un krach financier nouveau viendra frapper la France. Krach financier. Est-ce que le meilleur moyen de se protéger de ce krach financier, de cette vague de choc, ce n'est pas finalement l'euro, comme l'affirme le numéro 2 de la Banque Centrale Européenne, Benoît Cœuré. Pour lui, il le dit, l'euro a été un amortisseur des chocs économiques. Non, pour moi, l'euro est le poison et non pas l'antidote, parce que justement, avec ce que je vous ai expliqué préalablement sur l'union bancaire, il n'y aurait pas eu d'union bancaire s'il ne fallait pas sauver le système bancaire qui lui-même est mis en difficulté à cause de l'euro monnaie unique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'au Front National, depuis 2008, nous avions élaboré donc une politique monétaire où la Banque de France reprenait le pouvoir de contrôle d'abord du système bancaire,
et de deux, pouvait agir en soutien de l'économie réelle nationale. Et de deux, on avait proposé donc de conserver ce qu'il y avait jusqu'en 1999, à l'époque du SME et de l'ECU, d'abord une monnaie internationale, l'ECU, au niveau de la zone euro, des 19 pays de la zone euro, pour pouvoir faire des échanges internationaux, que ce soit au niveau des multinationales et des entreprises exploitatrices, ainsi que pour les États. Et donc ça nous aurait permis effectivement d'agir de concert. Or, aujourd'hui, il faut passer son temps, depuis 2008 notamment, à renflouer l'euro monnaie unique. Et je vous l'ai dit, ça nous a coûté déjà 72 milliards d'euros, plus tout ce qui est engagé derrière, plus l'union bancaire qui est prête à fondre sur les économies et l'épargne des Français. Alors, est-ce que la question qui se pose toujours quand on a un élu, un dirigeant du Front National, c'est savoir son point de vue sur la sortie de l'euro, puisque chacun a son propre point de vue. Vous avez souvent eu un point de vue un peu iconoclaste au sein des dirigeants du Front National sur cette question de l'euro. Il y a eu une espèce de dichotomie, on va dire, de communication, dans le sens où, tant que M. Philippot s'occupait de la communication du Front, il n'avait de cesse que de déformer la doctrine initiale du Front établie en 2008, qui était ce que je vous ai expliqué, donc l'ECU, l'euro-monnaie commune, qui existe d'ailleurs au Danemark, donc c'est quelque chose qui est tout à fait raisonnable d'avoir. On aurait pu négocier avec nos partenaires. C'est d'ailleurs ce que nous ferons, puisque là, la position officielle du Front, c'est toujours, bien entendu, d'avoir une monnaie nationale, une politique monétaire nationale, et puis d'avoir une monnaie internationale au niveau de l'Europe, donc l'ECU. Donc, si vous voulez, il a communiqué sur une sortie radicale de l'euro, qui a été extrêmement anxiogène pour nos électeurs et pour le reste des Français, qui ont considéré que c'est un programme de rupture. Ça, c'était le point sur l'euro, mais il y avait également l'histoire du Frexit, c'était la sortie radicale de l'Union européenne, ce qui n'a pas été la position officielle de Marine Le Pen, puisqu'elle a toujours dit, au moins depuis 5 ans, qu'elle souhaitait faire un sommet européen, des renégociations, des conditions d'appartenance de la France à l'Union européenne, réformée, révisée, etc. Et ça, ce n'est pas un Frexit, hein, tout comme l'ont fait le Royaume-Uni avec le Brexit actuellement. C'est donc que cette idée de Frexit, de sortie de l'euro, elle est définitivement abandonnée, ou est-ce que ce sont les Français qui vous l'ont fait abandonner tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu de ces mesures-là? On ne l'a pas abandonné, on l'a simplement décalé dans le temps, en cadencement de récupération des souverainetés nationales. La souveraineté monétaire sera probablement en fin de parcours, donc au bout d'un quinquennat. D'ici là, vous savez, il sera passé beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit, 5 ans, plus 5 ans, ça fera peut-être dans 8 ou 10 ans. D'ici là, je ne pense pas que l'euro-monnaie unique aura survécu. Et de toute manière, notre programme est prêt. Nous sommes prêts pour bâtir l'après-euro. Je pense qu'au final, notre proposition, notre solution sera retenue de manière raisonnable. Nous, notre seul objectif, c'est de stabiliser, c'est de rassurer et surtout de retrouver les manettes de notre économie nationale pour être indépendant, pour réindustrialiser le pays, pour relancer la création d'emplois marchands et non pas d'emplois aidés comme l'ont fait tous les gouvernements auparavant, et puis surtout de redevenir une grande puissance économique, ce que nous ne sommes plus malheureusement depuis 15 ou 20 ans. On enregistre cet entretien à la veille de votre congrès, du congrès du Front National qui se déroulera à Lille dès demain. Est-ce que tout le monde est d'accord avec vous ? Ou est-ce que vous allez devoir négocier dans les tables rondes, imposer votre point de vue? Avec moi ? Avec votre point de vue sur l'euro, sur l'Europe. Mais mon point de vue est celui du Front. Il y a eu un séminaire au mois de juillet dernier où il a été déterminé des résolutions. Et ce que je viens de vous dire, c'est exactement ça. Donc nous sommes toujours sur la question de l'euro, puisqu'on parle de ça. Mais peut-être là où on a un peu évolué, c'est sur la question du Frexit. Il est très clair que nous ne voulons pas un Frexit, c'est-à-dire une sortie de l'Union européenne brutale. Nous, ce que nous souhaitons, c'est de proposer une alternative à l'Union européenne fédéraliste, qui sera proposée par M. Macron, par M. Wauquiez, etc. Nous sommes en train de préparer dans le détail, si vous voulez, un projet qui s'appelle l'Union des nations européennes. C'est un projet alternatif
qui va dans le sens de la renégociation de l'appartenance à l'Union européenne, mais à nos conditions. Vous savez, si la France se met autour de la table, il y aura forcément nos autres partenaires États membres et puis les institutions européennes qui viendront à la table, notamment la BCE. Je pense qu'ils ont intérêt à le faire parce que il y va de la démocratie, il y va de l'avenir de la France, si vous voulez. Donc ma parole est celle du front. Juste une incidente, on va revenir sur la question de l'économie, mais vous allez à un congrès, vous n'avez qu'un seul candidat, donc il n'y a pas de débat. Vous avez sur les questions fondamentales l'euro, l'Europe tranché, donc il n'y a pas de débat. Où est-ce que va s'installer le débat? Où est-ce que vous y allez seulement pour le spectacle? Non, d'abord, statutairement, il faut qu'on se réunisse pour renouveler la présidence, le comité central qui va changer de nom, ainsi que le bureau politique qui va changer de nom. Enfin, donc valider aussi un statut rénové qui va être proposé donc aux adhérents. Et puis voilà, redésigner, revoter pour une présidente. Bien entendu, il n'y a qu'un candidat, donc forcément il n'y aura aucune surprise, mais ça fait partie de la respiration démocratique d'un parti qui représente une force importante en France. Vous-même, vous étiez candidat? À quoi? À ce Conseil national? Oui, au Conseil national, comité... Pourquoi un député, Conseil national pourquoi un député ouais. européen? C'est important pour lui d'être aussi dans les rouages de l'appareil du parti? C'est pas forcément nécessaire? Important, non. Je pense qu'il faut montrer l'exemple d'abord, et puis défendre aussi les droits des adhérents, être représentés. Et puis c'est en quelque sorte le super parlement du Front National qui délibère des grands axes stratégiques et de l'avenir du Front National. Donc je pense qu'il faut en faire partie, bien entendu. Dernière toute petite question, et je reviens sur l'économie. Bien sûr. Vous étiez le patron, la tête de liste aux européennes, d'une région Centre-Vert-Limousin. Centre-Vert-Limousin. Est-ce que vous considérez que de revenir à un scrutin national, c'est bien, ou alors l'abandon de ces trois régions qui vous tenaient à cœur? Forcément, elles vous ont élu, et même fort bien dans certaines d'entre elles. Ça n'a pas plu à M. Hortefeux, d'ailleurs, d'être devant lui en 2014. Absolument. Est-ce que vous pensez que la liste nationale, c'est mieux, ou est-ce que vous seriez bien resté dans cette grande région, qui était un peu chez vous? Moi, je ne raisonne pas à titre personnel, je raisonne dans l'intérêt général. L'intérêt général, c'est que c'est une élection nationale, donc il doit y avoir une circonscription nationale pour faire partie d'une Union européenne, comme je vous l'ai dit, réformée, et que ça a du sens que ce soit une élection nationale et non pas des circonscriptions administratives complètement montées à l'époque pour justement enrayer la montée du Front National. Je reviens à cette vague de choc que vous annoncez, je vous l'avais promis. Et je me pose toujours la question, comment, simple citoyen, peut-on s'en protéger? Et je me suis dit que peut-être que vous préconisiez de se tourner vers ce qu'on appelle les crypto-monnaies virtuelles, comme le Bitcoin. TV Liberté a fait plusieurs émissions sur ce thème, parce que je me suis dit, le Bitcoin, ça vous plaît finalement, c'est hors de contrôle des États et des banques centrales. Donc voilà bien une monnaie libre. Vous savez, au Front National, on est pour la défense de l'état de droit et nous sommes légalistes. Voilà. Donc, à partir de là, on ne peut pas être d'accord pour une monnaie qui n'a pas de régulation, qui n'a pas de contrôle. Et surtout, au-delà de ça, une crypto-monnaie, d'ailleurs, c'est très mal dénommé, puisque ce n'est pas une monnaie, c'est un placement financier qui n'a aucune contrepartie, aucune contre-valeur. Ce qui est quand même le gage d'une monnaie, c'est effectivement d'avoir une contrepartie au moins économique, fiscale, régulée par un État ou une zone monétaire comme en Europe. Bon. Le problème, il est que tout ça, on est dans le monde virtuel. On nous amène en permanence d'ailleurs vers un monde virtuel et nous ramenons les citoyens vers un monde réel. Voilà. Que ce soit pour les emplois, que ce soit pour leurs économies, que ce soit pour leur pouvoir d'achat, etc. Et donc nous sommes, je dirais, stratégiquement contre le principe de crypto-monnaie, si ce n'est que c'est un placement financier que n'importe qui peut y souscrire, sauf qu'on le rappelle comme c'est extrêmement volatile, donc à très haut risque, et que s'ils perdent leur argent, ce sera de leur responsabilité au niveau des investisseurs. Donc voilà, on a un rôle, si vous voulez, nous, en tant que prétendant à la direction d'un État, d'aller à l'encontre. Nous, on est pour une monnaie qui a cours légal en France. Vous connaissez notre préférence, c'est pour une monnaie nationale, pourquoi pas le nouveau franc français, mais toujours sous régulation ou sous contrôle d'un État ou d'une banque centrale nationale.
Alors, vous dites depuis le début de cet entretien, j'ai bien compris que le modèle économique, soit qu'il est ultralibéral, soit il est mondialiste, et il ne vous satisfait pas, et il mène vers le krach financier. Bon, d'accord. Vous dites d'ailleurs dans une vidéo, toujours celle que j'ai regardée, vous dites, et nous devons nous y préparer. Et là, je me suis dit, c'est à moi qu'il s'adresse, mais comment je me prépare à cela? Concrètement, je fais quoi avec mon petit pécule? À titre personnel, je crois que... Je pense qu'il faut être très prudent vis-à-vis de ses propres banques, hein, vis-à-vis de ses compagnies d'assurance, être très attentif. Il faut bien comprendre que, comme je vous l'ai dit, tout le dispositif légal est en place pour bloquer l'argent le moment venu. Et ça, déjà, il faut être conscient de ça. Bon. Ça veut dire quoi? Ça ne s'est jamais... Je sors mes quelques euros alors, moi, de la banque et je les mets sous mon lit. Je ne dis pas qu'il faut se débancariser en totalité, mais peut-être faut-il faire quelques réserves de cash, d'argent liquide, acheter quelques Napoléons, enfin d'argent or, d'avoir un petit peu de foncier, d'immobilier, enfin diversifier un petit peu ses actifs et ne pas tout laisser son patrimoine financier en banque et en compagnie d'assurance, car le jour venu, l'argent sera bloqué. Moi, je dis même que peut-être à terme, l'argent des Français ne leur appartiendra plus. Voilà. Quand le jour où il va y avoir un krach financier qui va être d'une ampleur probablement puissance 2 ou 3 de celle de 2008, tout le système sera bloqué. Voilà. Donc que faire? C'est prendre sa disposition, s'organiser, déjà être psychologiquement prêt, parce que nous sommes les seuls à annoncer la réalité. Maintenant, ce que je ne peux pas donner, moi, c'est un calendrier. Autant j'ai pu le faire en 2008, autant en 2018, il est très difficile parce que le système est mauvais, mais il a une résilience très forte, notamment avec les injections de liquidités de la Banque centrale, qui fait que, pour éviter que le système s'effondre, ils injectent de l'argent. Juste pour vous donner un chiffre, entre 2015 et 2018, en 3 ans, le bilan de la Banque centrale a doublé, c'est-à-dire 2300 milliards d'euros supplémentaires par rapport à 2015. Donc ça veut bien dire qu'ils sont là pour soutenir le système, qui est subclaquant. Voilà. Donc déjà, être conscient psychologiquement de ce qui peut se passer. Et puis... ça s'adresse aux épargnants. Si je suis un petit actionnaire, j'ai acheté des actions de TV Liberté, et j'en fais quoi? Il faut être très prudent parce que le problème, on voit bien que c'est le système monétaire, financier et bancaire qui est en péril. Donc, moi, je dis revenir au réel, des choses tangibles que l'on peut garder avec soi, ne serait-ce que pour, voilà, une poire pour la soif, en quelque sorte. Voilà. Bon, merci à Bernard Monod. Merci à vous. Je vous en prie, merci à vous.